J'étais sur le quai dans le Vermont, tenant mon billet de train et un gobelet en carton contenant un café déjà tiède. Les arbres de l'autre côté des voies étaient une explosion d'or et de rouge, exactement comme je l'avais imaginé en planifiant ce voyage, le voyage du 40e anniversaire de mariage de mes parents, payé, organisé et programmé pour leur saison préférée. J'ai tendu mon billet au contrôleur. Il l'a scanné, le front plissé. Celui-ci a déjà été enregistré, a-t-il dit. J'ai cligné des yeux. Pardon. Il a tourné le scanner vers moi comme si cela allait tout expliquer. Enregistré ce matin. La passagère est déjà à bord. Ce n'est pas possible, ai-je dit. Mais alors même que les mots sortaient de ma bouche, un nœud a commencé à se former dans mon estomac. Mon téléphone a vibré. C'était un message de mon frère, Brian. Tiff avait très envie de voir les couleurs de l'automne. Toi, tu n'aimes même pas la foule. On a pensé que c'était plus logique. J'ai regardé le message, puis j'ai regardé le train s'éloigner sans moi. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas répondu. Je suis simplement resté là, tenant un café dont je ne voulais plus, entouré par le voyage que j'avais construit pour des gens qui ne pensaient pas que ma présence était nécessaire. Tiffany avait ma place. Tiffany, la petite amie de Brian depuis 6 mois, celle qui avait un jour utilisé ma salle de bain d'invité pour filmer un TikTok avec ma brosse à dents. Et moi, j'étais une pensée de dernière minute. Même pas. J'étais un bouche-trou qu'ils avaient effacé en silence. Le pire, ce n'était pas qu'ils soient partis. C'était que personne n'ait pensé à me le dire. J'avais l'habitude de penser qu'être fiable était une source de fierté. Enfant, j'étais celle qui débarrassait la table après le dîner sans qu'on le lui demande, celle qui obtenait d'excellentes notes tandis que Brian s'en sortait à grand-peine avec des devoirs rendus en retard et son charme. Quand notre père, Robert, a perdu son travail l'année de mes 16 ans, j'ai pris des services au restaurant et je remettais chaque dollar à ma mère, Carole, sans poser de questions. Elle m'appelait son petit roc, et je portais ce titre comme un insigne d'honneur. Brian, en revanche, était le bébé, celui dont on disait toujours qu'il avait juste besoin de plus de temps. Il a eu 2 accidents de voiture avant ses 20 ans et n'a jamais payé une seule réparation. Mais quand il a eu un C en microéconomie, maman a pleuré de fierté. Il fait de son mieux, disait-elle. Quand Brian est entré à l'université de proximité, je lui ai payé ses livres. Quand il a abandonné, je l'ai aidé à trouver un travail. Quand il l'a perdu 1 mois plus tard, je me suis portée garante pour son bail et je payais le loyer quand il ne le faisait pas. Il a emménagé dans ma chambre d'amis plus de fois que je ne peux le compter, toujours avec une nouvelle excuse. Tiffany n'était que la dernière version de sa vie aux dépens de quelqu'un d'autre. Je ne me suis jamais plainte à voix haute. Je gagnais bien ma vie comme analyste de système. Je me disais que j'aidais. C'est ce que font les bonnes filles. De plus, si je ne prenais pas les devants, qui le ferait? Maman ne me demandait jamais directement de payer les factures. Elle avait une autre façon d'y arriver. Ton frère fait ce qu'il peut, ma chérie. La vie est dure pour les jeunes. Tu as de la chance d'avoir une carrière stable. Tout le monde n'a pas ton sens des responsabilités. Je ne pense pas qu'elle m'ait jamais remercié. Pas vraiment. Mais elle laissait toujours entendre qu'elle s'y attendait. Et quand je donnais, ce n'était jamais présenté comme un cadeau. C'était simplement ce que je faisais. Qui j'étais, fiable, forte, capable. Et avec les années, il est devenu plus facile d'être cette personne que de demander pourquoi personne d'autre ne l'était. Je n'ai pas organisé ce voyage d'anniversaire pour prouver quoi que ce soit. Je l'ai organisé parce qu'il m'avait dit un jour avoir passé leur lune de miel près des Berkshires, parce que le visage de maman s'illuminait chaque fois que l'automne arrivait. Parce que papa gardait toujours le vieux Polaroid de ce voyage dans le tiroir de sa commode. Je pensais que peut-être, si je leur offrais quelque chose de beau, ils finiraient par me voir, moi, et pas seulement ce que je pouvais offrir. Mais avec le recul, je réalise qu'ils ont vu exactement ce qu'ils avaient toujours vu. Pas une fille, une solution. Tout a commencé par une idée sur un post-it jaune, Berkshire, octobre. Je l'avais griffonné dans la marge de mon agenda professionnel après que maman l'ait mentionné autour d'un café, comment elle et papa avaient passé leur lune de miel dans une petite auberge près de Lenox avec des planchers qui craquaient et du sirop d'érable sur le rebord de la fenêtre. Cet après-midi-là,
j'ai commencé à chercher des circuits pour admirer le feuillage d'automne. En une semaine, j'avais tout planifié. Des billets pour un train panoramique à travers la Nouvelle-Angleterre. Un séjour de 2 nuits dans une auberge historique avec vue sur les vignobles. Une réservation pour un dîner privé dans le même restaurant qu'ils avaient visité 40 ans plus tôt. J'ai même surclassé leur chambre pour qu'ils aient une cheminée. Comme avant, avais-je écrit sur la carte de l'itinéraire avec laquelle je comptais les surprendre. Je n'avais pas besoin de grand-chose de luxueux pour moi. J'ai réservé une petite chambre dans un motel en bord de route et j'ai voyagé en classe économique dans le train. Le voyage complet a coûté un peu moins de 9 000 $. Cela incluait tout, le transport, les repas, les activités, et même un bouquet d'astés frais et de verges d'or pour leur dîner d'anniversaire. J'ai utilisé mes jours de congés payés pour le caler entre 2 échéances importantes pour des clients et j'ai réorganisé mon calendrier pour les 6 semaines suivantes afin de ne pas prendre de retard au travail. Brian ne faisait pas partie du plan. Pas au début. Maman a dit qu'il serait peut-être trop occupé par un travail en freelance, ce qui signifiait généralement ne rien faire dans son appartement pendant que Tiffany s'entraînait à des danses TikTok en arrière-plan. Je n'ai pas insisté. À vrai dire, j'avais imaginé cela comme un voyage tranquille, un moment pour qu'ils respirent, pour que moi, peut-être pas pour les impressionner, mais pour leur rappeler que j'étais là, que je tenais toujours à eux. Il ne s'agissait pas de prouver ma valeur. J'avais arrêté de courir après ça depuis des années. Mais une partie de moi espérait que peut-être, ce serait ce qui resterait, un souvenir dont ils parleraient à Thanksgiving, une photo qu'ils encadreraient et dont ils m'enverraient vraiment une copie, une petite fissure dans le mur entre nous. Il ne s'est jamais agi du voyage en train ou de l'hôtel. Il s'agissait de la table que j'avais dressée, de l'effort que j'avais investi, de l'espoir que je nourrissais encore, stupidement. Et d'une manière ou d'une autre, ce n'était toujours pas suffisant pour avoir une place. Une semaine avant le voyage, j'ai reçu un message de maman. Tiff a dit que son contenu d'automne serait incroyable là-bas. Brian pense que ce serait amusant de les ajouter. Ça te va? Aucune mention de l'endroit où il logerait, de la manière dont il s'y rendrait, ni de qui paierait. Juste la supposition que je m'en occuperais. J'ai fixé le message un moment avant de répondre. Si les chambres peuvent encore être ajustées, je vais essayer. C'est tout ce que j'ai dit. Pas parce que j'étais déjà en colère, mais parce que je savais comment ce jeu fonctionnait. Chaque demande était enveloppée de politesse, présentée comme quelque chose de spontané. Et toujours, d'une manière ou d'une autre, il devenait de ma responsabilité de trouver une solution. J'ai vérifié le site de réservation ce soir-là. L'auberge était presque complète. J'ai réussi à trouver une autre chambre à proximité, petite et chère. Pourtant, je l'ai réservée. Puis j'ai envoyé un email à la compagnie de train pour confirmer les places. Notre cabine pouvait accueillir 4 personnes. Toute personne supplémentaire nécessiterait un changement pour un autre wagon. Je leur ai demandé de maintenir notre réservation initiale. Je n'ai plus eu de nouvelles de maman. Ni sur la logistique, ni sur quoi que ce soit d'autre. La conversation de groupe est devenue silencieuse. Quelques jours plus tard, j'ai vu Tiffany poster une story sur Instagram, une paire de bottes en cuir marron avec la légende, tellement hâte pour les aventures d'automne. Les bottes étaient sur le sol de mon salon. Elle n'avait pas demandé avant de prendre la photo. Quelque chose s'est crispé en moi. Mais j'ai laissé passer, parce que c'est ce que je faisais. Même alors que l'inquiétude grandissait en moi, je me suis convaincue que tout irait bien, que j'étais trop sensible, qu'il ne me laisserait pas de côté comme ça. Il ne le ferait pas. Je suis restée sur le quai bien après que le train a disparu au tournant. Le ciel était doux à cause de la brume matinale, et les arbres se balançaient au ralenti comme s'ils n'étaient pas conscients de la douleur creuse qui fleurissait dans ma poitrine. Ma valise était à côté de moi, intacte, inutile. Personne n'a appelé. Personne n'a renvoyé de message. Ni Brian, ni maman, pas même un vague, désolé pour la confusion. Je ne faisais pas partie de l'erreur. J'étais l'erreur. Et Tiffany, elle, a eu la vue panoramique, l'expérience soigneusement élaborée, la place que j'avais réservée pendant des mois en construisant un itinéraire qu'ils n'avaient jamais demandé, mais qu'ils avaient joyeusement accepté. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là.
J'ai marché jusqu'au café en face de la gare, j'ai commandé un autre café que je ne voulais pas et je me suis assise près de la fenêtre, regardant des inconnus monter dans des bus vers des destinations que je n'avais pas planifiées. J'ai vérifié les réseaux sociaux. Brian avait posté une photo, maman et papa souriant sur le quai du train, enlaçant Tiffany. La légende disait « Escapade familiale d'automne ». Enfin, on crée des souvenirs ensemble. Le mot « ensemble » m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais, comme s'ils m'excluaient délibérément, comme s'ils avaient enfin atteint une version parfaite d'eux-mêmes maintenant que je n'étais plus là. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas liké la photo. J'ai simplement verrouillé mon téléphone et j'ai regardé la table, traçant les égratignures dans le bois comme si elles pouvaient offrir des réponses. Ils ne m'ont pas oublié. Ils ont fait un choix, et moi aussi, je devais en faire un. Je ne suis pas rentrée chez moi. Au lieu de cela, j'ai loué une voiture et j'ai conduit vers le nord. Sans plan, sans GPS, juste le vague souvenir d'une petite ville tranquille que j'avais traversée lors d'un voyage d'affaires en solo. Elle s'appelait Brattleboro. Petite, nichée dans les replis du Vermont, le genre d'endroit où personne ne posait de questions et où l'air sentait le pin. J'ai trouvé un motel en bord de route avec des chambres disponibles et une cheminée, et je me suis enregistrée sans défaire ma valise. La chambre avait une fenêtre qui donnait sur un chemin de gravier bordé d'érables à sucre. Je me suis assise près d'elle ce soir-là, une couverture sur les genoux et une tasse de camomille que je n'ai pas terminée. Pendant 2 jours, je n'ai pas regardé mon téléphone. Je n'ai pas répondu aux quelques messages qui sont arrivés. Rien de maman, juste un message de groupe de Brian demandant si je m'étais trompée d'horaire pour le train. Pas d'excuses, juste une plaisanterie légère avec un haussement d'épaule implicite. Je l'ai laissé en « lu ». À la place, j'ai marché dans des vergers qui perdaient leurs dernières feuilles rouges, dans des magasins d'antiquités qui vendaient des choses dont personne n'avait vraiment besoin. J'ai acheté une carte postale, mais je n'ai rien écrit dessus. J'ai pensé me l'envoyer à moi-même, puis je l'ai pliée à l'intérieur d'un livre et j'ai oublié qu'elle était là. J'ai laissé le silence s'installer en moi comme une chose méritée. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas à expliquer mon silence ni à faire de la place pour le désordre de quelqu'un d'autre. Je n'avais pas à ajuster mon ton, à minimiser ma douleur, ou à me dire que j'étais trop dramatique. J'étais seule, et cela ne semblait pas vide. Cela semblait honnête. Le voyage que j'avais planifié s'était évaporé. Les personnes pour qui je l'avais planifié avaient fait leur choix, et maintenant, je faisais le mien. Je suis rentrée à mon appartement le mardi après-midi. Le ciel était bas et gris, de ce genre de temps couvert et silencieux qui donnait l'impression que toute la rue retenait son souffle. J'ai posé mon sac près de la porte et je n'ai pas pris la peine de défaire ma valise. Par habitude, j'ai ouvert Facebook. Maman avait de nouveau posté 2 douzaines de photos du voyage. Elle avait identifié Brian, Tiffany, et même l'auberge. Pas moi. Une image m'a arrêté net, la table du dîner que j'avais réservée des mois auparavant. Des bougies vacillantes, un bouquet de verges d'or et d'asté au centre. Mon centre de table, ma réservation, mon écriture à peine visible sur les cartons de placement. Tiffany était assise là où j'étais censée être. La légende disait, reconnaissant envers nos enfants qui ont rendu cet anniversaire si spécial. Nous n'aurions pas pu rêver d'un week-end plus aimant. J'ai fermé l'application. Le lendemain matin, j'ai reçu un email du compte partagé de maman et papa. Objet, photo du voyage. Pas de message, juste les images jointes en bloc, comme si j'étais une cousine éloignée qui avait manqué une réunion de famille. Pas de « tu nous as manqué ». Pas de « où étais-tu ». Juste des preuves. La preuve que le week-end s'était déroulé sans moi. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un oubli. C'était la famille avec laquelle ils avaient choisi d'être. Le lendemain, j'ai conduit jusqu'à la maison. Ma maison. Celle que j'ai achetée il y a 6 ans, avec mon nom sur chaque document et chaque facture. Celle où je les avais laissés vivre sans payer de loyer. Ils n'étaient pas là. J'ai parcouru lentement chaque pièce. Les serviettes d'invités que j'avais achetées étaient délavées. La cuisine sentait la nourriture de quelqu'un d'autre. L'imperméable de Tiffany était suspendu à la rampe d'escalier.
Je me suis tenue dans la salle à manger, la même pièce que j'avais un jour appelée la leur, lors d'un toast d'anniversaire. Et j'ai réalisé quelque chose de si simple que cela m'a semblé être une révélation. Ce n'étaient pas des locataires, c'étaient des profiteurs, et j'en avais assez de me sacrifier. La notification d'ajustement du bail a été envoyée le lendemain matin. J'ai imprimé 2 copies, une pour le comptoir de la cuisine et l'autre envoyée par courrier recommandé. C'était clair, professionnel, sans langage agressif, juste des chiffres et des dates. Le loyer, désormais au prix du marché. Les charges, non comprises. Les privilèges d'invités, révoqués sauf approbation écrite. Il y avait une date limite, le 1er du mois. Je n'ai pas joint de mots. Je ne leur en devais pas. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de maman. Elle n'a pas commencé par « Allô, Lorraine ?» Elle a commencé par « Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vas vraiment nous faire payer un loyer ?» Il n'y avait aucune trace de confusion dans sa voix, seulement de l'offense. « C'est cruel », a-t-elle poursuivi. « Nous sommes tes parents. » J'ai attendu un instant avant de répondre. « Alors peut-être que vous auriez dû me traiter comme votre fille. » Elle a ricané. « Alors, c'est à cause de ce voyage ? » Je n'ai rien dit. « Nous ne voulions pas te faire de mal », a-t-elle ajouté, adoucissant son ton. « C'est juste arrivé comme ça. » Je pouvais l'entendre arpenter le salon, le craquement des vieilles lattes de plancher près de la fenêtre avant. « Ton père est dégoûté », a-t-elle dit. Mais Robert n'avait pas appelé, n'avait pas envoyé de message. Je n'étais pas sûre qu'il le sache ou même qu'il s'en soucie. « Tu aurais pu nous parler ?» a-t-elle dit. J'aurais pu. J'ai choisi ça à la place. Vous avez jusqu'au 1er, ai-je dit doucement. Après ça, ça devient une affaire juridique. Tu n'es pas sérieuse. Si, je le suis. Elle a raccroché. Pendant longtemps, je suis restée près de l'évier de la cuisine à regarder le robinet. Ni en colère, ni fière, juste résolue. La maison ne me semblait plus être la mienne. Mais elle n'était pas non plus la leur. Ça avait été un cadeau. Maintenant, c'était une limite. L'email est arrivé 3 jours plus tard, d'un cabinet d'avocats local que je ne reconnaissais pas. Objet, intention de contester la propriété. À l'intérieur, une lettre scannée. Mes parents, par l'intermédiaire de leur avocat, invoquaient des contributions financières à long terme et une occupation partagée, revendiquant des droits partiels sur la maison. Pas de chiffres en dollars, pas de documents, juste un langage vague destiné à paraître formel et intimidant. Je l'ai transféré à mon avocat. Il a appelé en moins d'1 heure. Il n'y a rien ici, a-t-il dit. Ils n'ont aucune base légale. C'est juste du bruit. Mais ce n'était pas juste du bruit. C'était la confirmation. Il n'était pas désolé. Il ripostait. Brian s'est pointé le soir suivant. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Son arrogance nonchalante habituelle avait disparu, remplacée par une culpabilité silencieuse et floue. « T'y fais partie », a-t-il dit, se tenant maladroitement sur le pas de la porte. Elle a dit qu'elle n'avait pas signé pour toutes ces conneries familiales. Il n'a pas demandé à entrer. Il est juste resté là, comme si la porte allait peut-être s'ouvrir par habitude. « Je n'ai nulle part où aller », a-t-il ajouté. « Tu le sais, n'est-ce pas ? » Je le savais. Mais je savais aussi ce qui viendrait après si je le laissais entrer. « Je ne suis pas ton filet de sécurité », ai-je dit. Il a baissé les yeux sur ses chaussures, puis a relevé la tête, les yeux brillants mais secs. Je ne voulais pas te faire de mal, mais il n'a pas dit « je suis désolé ». Pas vraiment. Et je n'ai rien dit du tout. Papa n'a jamais appelé. Ni après l'avis de loyer. Ni après la lettre de l'avocat. Pas même quand Brian s'est retrouvé sans nulle part où aller. Il n'a pas crié, pas envoyé de message, pas demandé pourquoi. Mais ce n'était pas nouveau. Enfant, son silence avait toujours été la toile de fond. Quand maman insistait trop, quand Brian dérapait, quand je m'effondrais sous le poids d'être la constante, il se contentait de siroter son café et de disparaître dans la pièce d'Alexandra côté. Sa neutralité avait une douceur qui la rendait inoffensive, presque gentille. Mais maintenant, je le voyais clairement. Ce n'était pas de la gentillesse.
C'était un consentement silencieux. Il avait laissé tout arriver, chaque demande, chaque supposition, chaque fois qu'ils avaient pris de moi sans gratitude ni pause. Et maintenant, il laissait cela aussi arriver. Le jour où j'ai déposé leur avis recommandé, il était dehors en train d'arroser les buissons. Il a levé les yeux quand je suis passé. « Tu n'es pas obligé de faire ça », a-t-il dit à voix basse. C'était la seule chose qu'il m'ait dite depuis des semaines. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai répondu avec le même calme. « Si, je le suis. » Il n'a pas répondu, il a simplement redirigé le tuyau d'arrosage vers le rosier comme s'il n'avait rien entendu du tout. 3 semaines plus tard, j'ai emménagé dans un petit loft de l'autre côté de la rivière. Briques apparentes, hautes fenêtres, juste assez d'espace pour moi et mon silence. Pas de bruit de pas au plafond, pas de porte qui claque, pas de voix qui demande quelque chose. J'ai acheté un canapé d'occasion, une vraie théière et une lampe que j'aimais vraiment. L'air sentait la poussière et la peinture fraîche. J'ai quand même ouvert les fenêtres. Pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas que mon téléphone vibre. Pas de conversation de groupe demandant de l'argent pour les courses. Pas de message de contrôle empreint de culpabilité et déguisé en inquiétude. Juste des matins avec mon propre emploi du temps et des soirées qui n'appartenaient qu'à moi. Brian n'a pas écrit depuis cette dernière nuit sur le porche. Tiffany a supprimé nos photos, a cessé de suivre toute la famille. Et mes parents, eh bien, ils sont devenus silencieux aussi. Maman a tenté une dernière fois, un message sans salutation, la personne que tu étais nous manque. J'ai répondu, la version de moi qui ne disait jamais non vous manque. Elle n'est plus là. Il n'y a pas eu de réponse après ça. Parfois, je passe par le parc près de la gare et je m'assois sur le même banc où j'ai lu le message de Brian le jour où ils m'ont laissé derrière. Je ne le revis pas. Je m'assois, simplement, parce que c'est ça, la paix. Pas une célébration, pas une vengeance, juste l'absence de bruit. J'avais l'habitude de penser que dire « non » ferait de moi une personne sans cœur. Maintenant, je sais que cela m'a rendue entière. La semaine dernière, j'ai réservé un train pour le Maine. Pas d'itinéraire, pas de conversation de groupe, pas de dîner d'anniversaire à coordonner. Juste moi, une place près de la fenêtre, et une petite ville tranquille avec une librairie que j'ai toujours voulu visiter. Je n'ai demandé la permission à personne. Je n'ai vérifié le calendrier de personne. Je ne me suis pas proposé pour ramener des souvenirs. J'ai fait une valise légère. Un sac avec un carnet et un pull qui sent encore légèrement le cèdre. À la gare, je me suis arrêtée avant de monter, juste une seconde, et je me suis permis de me souvenir de ce matin dans le Vermont. La douleur cuisante avait disparu. Tout ce qui restait, c'était la clarté. Je ne suis pas leur solution, ni leur filet de sécurité, ni leur fondation. Je ne suis pas leur plan B. Je suis mon propre commencement. Il y a un post-it sur le miroir de ma nouvelle salle de bain. Juste quelques mots que j'ai écrits après le déménagement, quand le silence était encore à vif, la personne à qui je dois le plus, c'est à moi-même. Et chaque matin, je le lis comme une promesse. Certaines histoires ne sont pas racontées pour la sympathie. Elles sont racontées pour la reconnaissance. Si celle-ci a remué quelque chose en vous, alors peut-être que ce n'était pas juste une histoire. Y a-t-il eu un moment où vous avez enfin dit « ça suffit » ? Racontez-nous, vos mots pourraient être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin. Mettez un « j'aime » si vous vous êtes déjà senti invisible dans la famille que vous avez construite, et abonnez-vous pour entendre des histoires qui ne font pas que se terminer, mais qui vous libèrent.